Secret de podcast, faire une soirée, enregistrer le lendemain, avoir une voix un peu rauque. Voilà. Tonia. Oula. Non, je Pas déconne. sûr. Oh là là. T'es sûr, Léo, tu veux pas mettre le rideau Peut-être. Ouais, hein. Ouais, c'est un peu bleu ça. Genre, je te regarde juste mal quand je me tourne vers toi. J'ai les sourcils froncés. Ok. Moi, j'ai l'impression que... Attends, il y a des moments où ça saturait, mais je crois que ça va. Hein. Mais ça va aller. Ça va aller. Ok. Let's go. Allez là. Allez. Non, je pense que c'est good. Je crois que tu l'as plus dans les yeux là. Regarde, c'est bien. Tu veux Ok, let's go. On y va. Oh, mais c'est quoi encore? Allô? Allô, Kaz. Allô quoi? Allô, Kaz. Oui, c'est grave marrant. Ok, let's go. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier épisode de ce podcast qui parle de bande dessinée, mais plus généralement de dessin, de narration et de processus créatif. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes fidèles acolytes, Félicien Croza et Tania Pérez. Comment ça va la team? Ça va bien et toi? Ça va, ça me fait plaisir d'enregistrer avec vous. Moi, je vais bien aussi. C'est vrai Ouais. tu vas bien? Ouais. Aïe. Au Et top. comme à chaque épisode, on a le plaisir d'accueillir un ou une invitée qui vient nous parler d'un projet de livre. Et aujourd'hui, on a une des 3 nominées du prix Jeune BD Top Fair 2025. Alissa Kumpf est dans la maison. Coucou. Comment ça va? Ça va et vous? Bienvenue. Super. Merci de m'avoir accueilli dans votre maison, dans votre belle maison, dans votre Oui. belle demeure. On est C'est juste à la faux. aide. Ouais. On est dans des bureaux blancs. Ouais. Peu chaleureux. Mais il y a du soleil. Et on a du matos à dispo, c'est génial. Alors, j'explique juste pour nos chers auditeurs. auditeurs. Le prix Top Fair. Mais qu'est-ce que c'est que le prix Top Fair? C'est un prix de bande dessinée à Genève, car Top Fair, c'était un des premiers auteurs de bande dessinée potentiels. Et il y a 3 récompenses. Il y a le Grand Prix de Top Fair qui récompense un auteur francophone sur l'ensemble de sa carrière. Donc c'est international. Ensuite, il y a le prix Top Fair de Genève qui récompense un auteur, une autrice de Genève et ses environs, et donc publié. Et il y a le prix Top Fair, celui qui nous intéresse, pour la jeune bande dessinée. Donc pas forcément des étudiantes, mais ou des Mais étudiants. souvent des étudiants et étudiantes Ouais. qui ont fait un travail de diplôme. Et Voilà, qui n'est pas encore édité. Exact. Et c'est dans cette catégorie que Alissa Kumpf était présente. Nominée. Donc, tu as été nominée pour ton travail de diplôme en illustration à la Aide, qui est la Haute École d'Art et de Design de Genève, avec ton livre Stoimo, un livre qui parle poétiquement de famille, de souvenirs et de comment on fait pour garder le contact malgré la distance, malgré la guerre et le temps qui passe avec une famille qui est restée en Ukraine. Ouais, nous, ça nous intéresse toujours de savoir comment les projets ont pris forme. Quelles étaient un peu tes envies à la base? Quelle était un peu la genèse du projet? Tes intentions, tes envies, que ce soit thématiques, formelles, peu importe. Comment tu as commencé? D'ailleurs, on était justement dans la même volée à la Aide. Et du coup, il y avait un cadre qui posait le fait que tu devais faire un travail de diplôme. À partir de là, comment tu t'es dit, je veux parler de ça, quoi. Du coup, je remercie de nouveau de m'avoir invité à ce podcast. On coupera ça si c'est de trop. Non, trop pas. Non, Et vas-y, réponds à la question seulement. Ok, je réponds à la question. Non. Ce projet, il découle d'une envie qui est tout le temps un peu constante de parler de ça. Depuis 2022, depuis le début de la guerre, ça me trotte dans la tête. Et puis c'est une réalité que, pas vis, juste ouais. que je vis, mais que ma famille aussi vit. Et j'avais déjà fait un travail assez similaire en sortant de la prépa à Bienne, où j'avais fait un livre jeunesse sur mes souvenirs en Ukraine, parce que j'ai pas été souvent là-bas, j'ai été genre 2-3 fois. Et du coup, j'avais fait un livre souvenir des odeurs, des impressions de mon grand-papa. Et en arrivant à la Aide, et avec le diplôme, je m'étais pas forcément dit que j'allais faire ça, mais c'est un peu venu naturellement, parce que c'est un thème qui me hante un peu et qui me suit malgré moi. Et j'avais envie aussi de trouver des solutions ou des réponses à cette réalité. Parce que t'es allé, du coup, juste en vacances, en mode c'est la famille, c'est Ouais. les vacances une fois par an où tu dois aller voir C'était ça, ton ouais. grand-père ou je sais pas quoi. Et encore, Ok. j'y suis vraiment pas allée chaque année, j'y suis allée peut-être 3-4 fois. Donc j'ai des souvenirs très restreints. Et en fait, l'Ukraine, je connais l'Ukraine que à travers des dessins animés que j'ai pu avoir, des discussions avec ma maman, des albums photos.
mais très peu, genre, vraiment de manière physique. Ouais. Là, genre, du coup, c'était... du coup, ouais, toujours compliqué de parler d'un projet de livre à l'audio, mais du coup, c'est un livre en noir et blanc, au crayon, très aéré. Comment t'es venu cette forme de narration? Donc, on n'est pas vraiment dans une histoire où on va suivre des personnages, où il y aura une évolution du personnage principal qui va vivre des péripéties. Là, on est plus dans un mélange, tu vas beaucoup passer par le texte, tu vas écrire des sortes de poèmes, tu vas les mettre en image par des dessins qui parfois représentent ce que tu as écrit, parfois pas du tout, etc. Comment tu t'es dit, est-ce que c'était une idée, c'est venu naturellement de faire une narration comme ça, ou tu t'es quand même posé la question de... Parce qu'il me semblait que au début tu te posais la question de est-ce que ça va être quelque chose qui va être un peu plus narratif, ou tu vas peut-être plus te mettre en scène, ou etc. Et au final, on a un truc très vaporeux. Toi, est-ce que tu as des références ou même des idées qui t'ont... Ouais, c'est confus ce que je dis, mais en gros, ouais, qui t'ont poussé à, qui t'ont poussé à dire, ok, c'est cette forme-là que va prendre mon livre, ou c'est vraiment venu petit à petit, quoi. Je me suis rendu compte un peu d'un problème que j'avais avec la BD. En tout cas, quand je conçois une BD, j'ai beaucoup de mal à garder un personnage que je vais illustrer dans différentes scènes. En fait, ça m'ennuie très vite. J'adore les BD de cette manière, mais en fait, j'en suis un peu... je me sens assez incapable de le faire. Mais ça t'ennuie ou tu ne peux pas le faire? Ça m'ennuie plus que... Okay. Je pense que je pourrais le faire, mais je n'y trouve pas un plaisir dans le processus. Et je savais que, vu que c'était aussi un travail qui dure sur la longueur, qui demande quand même des efforts, j'avais envie de prendre du plaisir de A à Z. C'est pour ça aussi que ma BD, elle a plusieurs... il y a autant du texte que des dessins, que des dialogues. C'est que j'avais pas envie de faire un choix. J'avais envie de faire un mélange de plein d'envies que j'avais. T'as des œuvres qui t'ont inspiré à... Ok, ça, moi j'aimerais faire un truc dans ce délire-là, ou... Parce que moi, en vrai, il y en a sûrement, mais ça me vient pas comme ça à l'esprit, des trucs qui me font vraiment penser à ton livre. C'est unique. Non, parce qu'en fait, alors le livre de Fanny Rose, et aussi le livre de Tania Perret. Mais non, enfin, il y a plein de... Je trouve que la BD contemporaine, elle joue beaucoup avec les limites de l'art visuel et puis la narration. Et j'aimais bien l'idée qu'on pouvait vraiment assouplir ce cadre-là. Et, ouais, donc même plus que des livres déjà édités ou publiés, c'était beaucoup des œuvres... On est d'accord, là, c'est moi? Dès le moment où on respire, il y a des bruits. Mais je crois que c'est moi. Hein. Je propose qu'on arrête de respirer. Ouais, bon plan. Ouais. Attends, ok, je vais essayer de la refaire. Oui, parce que j'ai l'impression qu'en plus... Vas-y. En plus, plutôt que des œuvres déjà publiées ou éditées, c'est du coup beaucoup des projets d'étudiants qui sont sortis les volets précédents, etc., qui t'ont inspiré vraiment des choses proches de toi, en fait, qui t'ont montré que oui, en fait, on peut faire ça dans le cadre d'un récit. Oui, mais aussi des BD comme celle de Aurélie William-Levaux, qui travaille essentiellement avec texte, image, genre vraiment, il y a presque... Elle scinde carrément genre le texte et l'image, elle essaye de même pas les mettre ensemble. En tout cas, dans le mythe de Sisyphe, c'est très noir-blanc, dans le sens où il y a le texte et l'image. Sur une page différente ou genre Toujours le texte sur une même page et le dessin sur... Enfin, c'est pas des dessins même, c'est des broderies sur l'autre page. Et en fait, je trouvais ça trop fou qu'on puisse autant prendre parti et assumer que la BD, ça prend d'autres formes. Ouais, moi j'ai trouvé ça hyper inspirant de voir que tu te restreignais pas à une narration très, très limpide en faisant des choix de traitement d'image qui allaient te suivre un peu sur tout le long, mais qui étaient très très restreints. J'ai trop aimé voir que tu as décidé de mettre des pages où justement c'était plutôt une sorte de texte, poème écrit à la machine à écrire, autant qu'à d'autres moments tu as des textes qui reviennent qui sont plutôt écrits à la main, autant qu'à d'autres moments tu crées une narration avec des sortes de petites statuettes qui se parlent entre elles, et là il y a des phylactères qui interviennent, et je trouvais ça vraiment hyper chouette à la lecture d'avoir autant de diversité. Et je trouve vraiment que c'est ce type de projet qui font du bien en tant qu'auteurs de bande dessinée qui sont étudiants et qui ont envie un peu d'expérimenter avec des nouvelles choses. Et ça me fait trop plaisir de savoir qu'on s'influence un peu entre nous, parce que du coup, j'ai lu ton projet et pour être vraiment honnête, j'étais trop touchée et ça m'a redonné envie de me mettre à faire une narration. Parce que j'ai senti le truc que tu as kiffé à le faire
et que tu t'es pas restreint dans un truc, ou peut-être que sur la fin tu t'es dit bon bah maintenant j'ai commencé avec ça, il faut que je continue avec ça. C'était peut-être après forcément tu rentres dans une démarche de là je fais un livre, donc il faut que quand même j'y aille étape par étape et que je continue avec ce avec quoi j'ai commencé. Mais ça m'a vraiment ça, je sais pas, ça a fait une petite flamme en moi de ça me redonne envie de me lancer là-dedans. Donc trop chouette. Ah bah merci, Bravo. c'est trop cool. C'est chouette. Je pense qu'un truc que j'ai pas dit, désolée, c'est que en faisant aussi cette BD, au-delà d'avoir au-delà d'avoir le fil narratif, j'avais envie de créer une ambiance et ça m'a beaucoup ça a un peu enlevé le mythe de la narration. J'étais juste là en mode, en fait, je vois les thèmes que j'ai envie d'aborder et je voyais pas du tout le lien que je pouvais faire entre, ou bien j'arrivais pas à faire des liens vraiment très smooth. Ouais, tu avais des envies thématiques et narratives et des envies visuelles et tu as l'impression que ça n'arrivais pas à trouver un moyen de mélanger les deux, quoi. Bah, en tout cas, pas au début de ce que je lisais, de ce que je connaissais, j'étais là en mode putain, mais en fait, je vais me retrouver avec trop de choses différentes qui vont pas aller ensemble. Et je me suis dit que tant pis, les gens feront le lien. Allez hop. Enfin, ça s'est fait aussi, je pense, à travers l'écriture. Et il y a, en fait, mine de rien, on a l'impression que les choses n'ont pas de sens, mais si elles sont dans notre tête, c'est qu'on a déjà créé des liens aussi. Oui, en fait, tu harmonises le tout déjà avec ton trait, avec c'est toi qui le fais, donc dans tous les cas, il y aura une sorte de continuité dans le livre, quoi. Mais comment, physiquement, tu as fait pour faire en sorte que ça fasse un livre de genre avec un début et une fin? Enfin, est-ce que tu as travaillé des dessins, du texte, et ensuite t'as fait genre T'as composé avec ta composition et tout, ou enfin je sais pas. Tu avais genre t'avais un storyboard, un chemin de fer de tout le livre dès le début. Bien dans ta tête, c'était déjà un peu, enfin ça a pas l'air, j'imagine pas, mais Non, c'était vraiment pas clair au début. Pardon. ça va, t'es... Rentre dans le micro, s'il te plaît, plutôt. La prochaine fois, je retrais. Non, au début, c'était pas clair. Comme je dis, j'avais vraiment des thèmes dont j'étais sûre que je voulais parler, et je m'étais laissé la possibilité d'écrire. Comment est-ce que ça avait été... Alors, ça a commencé par des envies de thématiques. Moi, j'avais beaucoup envie de rajouter du mystique. Donc, mon lien avec la religion, qui est proto-religion, des pseudo-croyances qu'on se construit pour garder espoir, je me cite moi-même. Et en fait, j'ai commencé par l'écriture. J'ai beaucoup écrit, beaucoup écrit. Et j'ai dessiné des trucs que j'avais envie de dessiner, en fait. Oui, puis quand tu dis écrire, c'est pas écrire un scénario, tu vois. C'était vraiment écrire même des textes qui sont sortis tels quels. Ouais. C'était des bouts vraiment de texte, des bouts de souvenirs. Lâcher un maximum et ensuite faire un travail de montage et créer du lien entre les dessins, le texte, quitte à ensuite revenir, recréer des nouveaux textes, recréer des nouveaux dessins. Mais je sentais que pour commencer à composer mon histoire, j'avais besoin de matière et que j'arrivais pas à créer la matière. Enfin, que souvent je crée la matière et ensuite la structure, et pas la structure et ensuite la matière. Moi, ça me gave. J'aime bien avoir vraiment toujours du fun dans le processus. C'est ça mon mojo. Vraiment. Ça me parle trop chouette. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un des poèmes que tu as écrit qui s'appelle Dôme, maison, dîme. Et dedans, tu as écrit vivre dans un câlin fantomatique. Et cette phrase, je trouvais qu'elle résonnait vraiment beaucoup avec ce que le livre a créé au final. J'avais l'impression que c'était un câlin fantomatique. Et je pense qu'effectivement, quand on se laisse un peu porter par l'écriture et par la possibilité d'expérimenter après avec le dessin et de composer derrière, et qu'on fait un peu confiance à ce processus-là, ça va de toute façon transmettre le fond de ce qu'on a envie d'exprimer, même à travers la forme. Du coup, voilà. Je trouvais que ça résonnait bien. Merci beaucoup. Du coup, on a parlé pas mal de tes aspirations récentes, je pense, surtout qui sont un peu construites ces dernières années, en entrant aussi en école, etc. Est-ce que tu as toujours eu des références de ce style-là, un peu poétique, etc. Ou justement, quel est ton rapport un peu au dessin de manière plus générale et peut-être tes points d'accroche avec le monde de la BD et ton parcours des BD peut-être plus classiques à une BD plus expérimentale. Félicien, je te laisse la parole. Parce qu'on va parler de dessin et je voulais rajouter un truc, c'était qu'avant tu parlais de références de livres
avec par exemple juste une image et du texte. Et moi, ça me fait penser à des livres illustrés, et je suis là un peu, j'ai une image un peu de livre illustré genre vieux, tu sais, genre les contes pour les enfants, je sais pas quoi, livre jeunesse. Et dans ton livre, le dessin, il est trop frais. Genre, il y a un truc méga, je sais pas, méga frais. Et du coup, je rejoins cette question des références et tout ça, et de vraiment visuel. Ouais, d'où tu viens en termes d'image. Surtout que là, on a pas mal parlé des inspirations en termes on va dire, de découpage, de composition de ton histoire, mais vraiment dans le style du dessin. C'est quoi un peu ton école, tu vois, ton parcours En vrai, moi, j'ai commencé à dessiner grâce au manga. Et en vrai, je viens de loin parce que ça a genre beaucoup vraiment, évolué. Les premières BD dans ta vie, tu penses que c'est quoi? C'était des mangas. Ouais. Moi, les BD, j'ai vraiment découvert ça en venant à Genève, à la Aide. Ouais, avant, même je lisais pas un Spirou, des schtroumpfs qui traînent. Non, en fait, j'avais pas trop ça à la maison et mon papa non plus. Maintenant, il a une sacrée collection de BD, mais j'arrivais pas à accrocher et ma mère n'avait pas des BD. On avait surtout des livres. Jeunesse peut-être. Des livres jeunesse, mais post-soviétiques ou soviétiques. Et je pense que j'ai beaucoup été inspirée par ça, par les dessins animés soviétiques ou post-soviétiques ou des images aussi soviétiques. Donc j'ai un dessin très enfantin et très propagande, mine de rien, dans la tête. Ça, c'était des références du coup qui étaient là à la maison. Quels sont un peu tes premiers souvenirs de choses que tu es allé chercher toi-même? Franchement, les mangas dans la bibliothèque de mon école, le collège des Platanes. Je suis tombée sur Fairy Tail, j'étais en mode wow, oh pétard, je peux lire ça. Et en fait, je suis tombée dedans et j'ai commencé à recopier des mangas. Naruto, vraiment, je passais des après-midi entières à recopier des albums de Naruto. Genre les pages? Trop marrant. Ouais, les pages, genre les personnages, les pages que je trouvais trop bien, je les recopiais et avec ma pote, on faisait ça et on s'est un peu genre challengé. Et je pense que j'ai eu de la chance que les gens me soutenaient là-dedans. Enfin, dans ma classe, j'étais devenue un peu la meuf qui dessine. Et c'était très, très chouette de sentir... Enfin, j'ai l'impression que le dessin aussi, ou n'importe quelle passion, c'est hyper important de sentir que les gens aiment ce que tu fais. Enfin, moi, je sais que le dessin, si ça pouvait pas être montré, je le ferais peut-être pas autant que ça. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir des gens autour. Et sinon, quand je suis arrivée ensuite à la Aide, j'ai commencé à lire des BD. Et effectivement, j'avais des inspirations autres au gymnase, du genre... qui est un peu l'équivalent du bac. Hein, le gymnase, exactement. Au gymnase, j'ai eu des cours d'art et puis ma maman, on allait beaucoup au musée et j'ai été très inspirée par Gustav Klimt. Donc l'ornementation, l'art nouveau, Egon Schiele, c'était vraiment mon dada. Il y a un truc très ornement et symbole dans ta BD. Oui, carrément. Aussi, mais qui résonne aussi beaucoup avec Billy Bean, qui est un illustrateur russe ou ukrainien, très mais allez checker Billy Bean, un crack. Du XXe siècle, quoi. Il a commencé ses dernières illustrations, elles ont terminé en 1914, je sais pas. Comment ça s'écrit? Billy Bean, Bilibine, Ivan Billy Bean. Et c'est vraiment un surnom de fou furieux. Ouais, et ces illustrations, ça tourne beaucoup autour des mythes slaves, du folklore slave, Baba Yaga, et c'est magnifique. La couleur et la manière dont il dessine les chevaux aussi, c'est assez incroyable. Ouais. Parce que j'ai une passion cheval aussi assez intense. Du coup, oui, là, tu disais que tu étais rentrée à la Aide et que ça t'avait apporté aussi de nouvelles références. Et c'était aussi du coup un cadre dans lequel il y a peut-être eu des hauts et des bas, des moments où peut-être l'aspect scolaire pouvait nous enfermer un peu trop, mais qui au moins nous donnait parfois un cadre. Et dans le cas du diplôme, c'est vrai qu'on avait du coup pas forcément d'horaire, mais on avait au moins un lieu, ça faisait comme un peu comme si on avait un atelier. Et on voulait savoir un peu comment toi tu t'organisais pour travailler. Du coup, on a un peu compris que tu étais passé par l'écriture et après tu avais peut-être du coup une énorme phase de dessin et de composition. Comment tu travailles? Est-ce que tu te lèves le matin, horaire de bureau, tu arrives à 9h et tu bosses jusqu'à... Est-ce que tu es quelqu'un du matin? C'est ça, ouais. Est-ce que du matin ou du soir? Est-ce que tu dors bien le matin et tu travailles la nuit quand tout le monde dort? Comment tu fonctionnes un peu? Je me suis longtemps menti à moi-même en pensant que je travaillais mieux l'après-midi et le soir, mais en fait non, je travaille trop bien le matin, sauf que j'aime trop dormir le matin. Ouais, trop chier. Du coup, j'ai 2 heures d'activité, ensuite l'après-midi, je fais rien. Mais à la... coup dur. Ah ouais, coup dur un peu. Mais à la Aide,
Pour ce diplôme, j'ai l'impression que j'ai travaillé dans plein d'endroits différents. Au début, je m'étais dit qu'il fallait que j'ai un atelier où j'ai tout. Mais je me rendais compte que je pouvais assez facilement avoir mon matos avec moi et le déplacer partout. Donc j'ai travaillé un peu de plein d'endroits différents. J'ai été à Montpellier au bout d'un moment, chez une copaine. Et j'étais à Bienne, chez ma maman, chez mon papa, à la aide dans la classe, ou bien chez moi à Champel. Toi, est-ce que du coup, au lieu de t'éparpiller, au contraire, t'as l'impression que ça te donnait à chaque fois une sorte de, je sais pas, de rafraîchissement, et du coup, t'arrivais à te concentrer, et du coup, ça te changeait d'une routine, t'étais pas enfermé dans tous les jours, je vais à l'école et je travaille, mais en fait, t'es dans plein de situations différentes et t'avances ton projet petit à petit, quoi. Je pense que j'avais du mal à me dire que toute ma journée, je devais avancer sur mon projet. J'essayais un petit peu de me dire, en fait, pour avoir l'énergie d'avancer, de créer de nouvelles images, j'avais besoin d'orienter aussi mes journées dans des échanges et voir la nature sortir, parce que j'ai beaucoup de mal. J'estime que je suis en art parce que j'ai envie d'avoir la possibilité de gérer mon temps et que ce métier-là, ça demande beaucoup d'efforts, mais que ça demande aussi quand même une certaine souplesse parce qu'il n'y a jamais de pause. Les métiers passion, comme on dit, moi j'ai souvent du mal à faire la part des choses entre le travail et puis... C'est comme le trading en fait, un peu. Non, pas tant que ça. Mais ok, j'avoue, on va dire que c'est comme le trading. Mais juste, ça me saoulait un peu de me dire, de culpabiliser, d'être là en mode « Ah, mais il faut que je travaille toute la journée ». Du coup, je me faisais un peu violence pour soit changer d'endroit, soit pour voir du monde. Puis c'est aussi important de juste vivre d'autres trucs parce que, je sais pas, si on se dit qu'on est à l'atelier toute la journée en train de créer, l'inspiration, elle viendra de quoi si on a passé juste notre journée à être dans un atelier avec... certes, accès à des livres et des personnes à qui parler, mais faut vivre des choses pour raconter, quoi. Du coup, c'est aussi important de se laisser du temps pour aller dans la nature, aller voir les parents. Et en plus, dans ton travail, où tu t'es pas mal inspiré de ce qu'il y avait dans ta maison, des petites figurines et tout, je pense que ces moments où tu allais chez toi, tu retournais voir tes parents, tu avais accès aussi à des souvenirs qui ont alimenté ton travail. Ouais, ça a beaucoup été... mine de rien, j'ai été assez secrète sur ce que je faisais pendant mon travail de diplôme. Je voulais pas trop en parler à mes parents. Je leur disais, oui, je fais un truc sur l'Ukraine, mais vous verrez. Ouais, t'inquiète. Vous verrez, vous inquiétez pas, vous verrez. Du coup, je le faisais un peu en soum-soum. Mais d'autant plus... Ah non, j'ai oublié ce que je voulais dire, pardon. C'est pas très grave. Au calme. C'est vrai, c'est pas très, très grave. Ah oui, non, c'est bon. Ouais, ça vaut. Parce que j'avais accès à ces souvenirs-là et je faisais un peu une sorte de collection à chaque fois que je venais à la maison. Mais aussi, j'avais besoin de déconnecter et de faire autre chose parce que, mine de rien, ce projet, il était assez lourd aussi. Alors, il m'a un peu mis dans mes retranchements beaucoup de fois. Et il y a eu quand même beaucoup de questions d'appartenance qui ont surgi. Je ne comprenais pas trop l'identité, en fait, qui suis-je pour parler de ça. Beaucoup, ça tournait beaucoup en rond. Du coup, j'avais besoin aussi de faire autre chose, de déconnecter, de rencontrer d'autres personnes, de discuter de mon projet aussi avec d'autres personnes, ou au contraire, de pas discuter, de juste faire. Toi, là, tu as l'impression que ça, c'est une méthode qui marche pour toi. Genre là, si tu devais refaire un livre prochainement, tu continuerais à te dire, vas-y, moi, il faut que je bouge. Ou alors, c'était parce que ce sujet t'impose, entre guillemets, ça. Ou bien... Je pense que c'est le sujet qui l'imposait. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres sujets qui demanderaient plus d'investissement et une autre organisation. Ok, ouais. Et le rapport au cadre de la aide, par exemple, les enseignants, ça t'a pu t'aider de ça, ou bien c'était vraiment une angoisse? Parce que tu disais, des fois, j'ai besoin d'être vraiment tout seul et de faire mes trucs, ou de connecter. Est-ce que c'était plutôt tes copains, ou bien plutôt, aussi des enseignants, peut-être? Je sais pas. Avec qui j'en parlais, tu veux dire? Ouais, pour avancer sur le projet et tout ça. C'était un peu une angoisse parfois de devoir expliquer mon projet. Surtout qu'il était très fouillis la plupart du temps. Oui, en fait, jusqu'à la dernière minute, il était un peu fouillis, ça. Vraiment. Du coup, de devoir l'expliquer à chaque fois, j'avais l'impression de me justifier. C'est pour ça qu'avec les profs, en vrai, ça m'a aidé parce qu'il y a eu des super échanges et même se sentir suivi, c'est quand même une grande chance. Et juste se sentir pas seul dans ce processus, que ça soit avec les autres personnes de la classe ou avec les profs qui vous suivent ou qui nous suivent. C'était chouette.
Mais c'est vrai que j'essaye de pas trop expliquer. Enfin, mon processus, il était assez fouillis-brouillon et je faisais confiance au fait que ce soit fouillis-brouillon et de devoir le réexpliquer à chaque fois. Je me rendais compte qu'il était fouillis-brouillon et en fait, ça m'angoissait. Du coup, j'évitais. Et c'était est-ce que c'était une habitude ou sur des projets plus courts, tu étais aussi en mode un peu fouillis-brouillon et à la fin, tu retombes sur tes pattes et tu fais un truc? Ou bien très cadré? Non, vraiment, à chaque fois, c'est on verra bien. Et je pense que le temps, les deadlines, ça fait que je dois faire des choix. Et je fais confiance aux choix. Voilà. C'est beaucoup à l'instinct. Mais peut-être que peut-être que je me mens à moi-même, hein, tu vois. Peut-être que c'était un coup de chance aussi. Je sais pas. Depuis genre 4 ans. Non, mais après, des projets aussi conséquents, c'est vraiment genre le deuxième. Mais c'était pareil pour mon premier projet d'illustration jeunesse. Où, genre, j'ai rien fait pendant... Enfin, pas rien fait, mais je faisais un peu tout et rien pendant 3 mois. Et après, je suis arrivée, j'étais en mode, OK, j'ai fait ça. Ouais. Et maintenant que tu as fini la aide et que là, tu as commencé des études en écriture expérimentale, c'est ça? Ouais. Tu nous as parlé de ton rapport à l'écriture, que vraiment c'est peut-être l'étape numéro 1 dans tout ce que tu fais quand tu racontes et que tu fais de la narration. Est-ce que justement tu as délaissé le dessin pour vraiment te focaliser plus sur l'écriture ou bien ça dit quoi? Ça dit quoi les cours anime là? On a envie de savoir. Alors, anime, on fait pas tant d'écriture que ça. Ah ouais? Ouais. Mais c'est bien écriture expérimentale le nom de ta formation. Oui, Ouais, mais C'est mal choisi. il joue un peu avec le fait que, genre, bref, je vais pas réexpliquer toute l'école, mais il n'y a pas tant que ça de l'écriture. Mais moi, je me force à avoir des protocoles où j'écris tous les jours. Et puis, il y a un petit club de lecture qui s'est formé, dont je fais partie. Donc, ça va encore plus me forcer à faire de l'écriture. Et là, à Nîmes, pour le coup, j'ai un peu délaissé l'écriture en tant que projet à long terme pour plutôt me focaliser sur des travaux plus pratiques et artisanales. Donc, autour de la photo ou des prises de son, parce que j'ai envie de travailler sur l'animation, le documentaire et puis le son. Donc raconter des histoires, mais pas à travers des livres, mais à travers des vidéos. On verra ce que ça va donner. Dans le cadre de ton cursus ou même juste pour la suite? Je me pose des questions sur comment est-ce qu'on peut raconter des histoires autrement que dans les livres. Papier, et surtout comment est-ce qu'on peut... Parce que mine de rien, le papier, ça force à la forme physique. Et j'ai envie de profiter d'Internet tant que ça existe et que c'est encore assez libéral, entre guillemets, pour pouvoir raconter des histoires qui toucheront un max de monde aussi. Donc potentiellement de la narration sur d'autres supports que C'est ça, ouais. Trop bien. Wow. On verra ce que ça va donner. Et tu penses intégrer quand même peut-être dans du dessin d'une manière ou d'une autre dans tes animations ou tes documentaires qui seraient plutôt filmés? Tu penses intégrer du dessin ou c'est encore à une étape où juste tu as envie de te lancer là-dedans et tu te laisses hyper ouverte à ce que ça va donner? C'est carrément cette étape-là. C'est carrément l'étape où je ne sais pas du tout, mais le dessin, ça fait toujours partie d'un processus. Quand j'imagine des travaux, j'ai souvent des images. J'ai des images, et ensuite je passe par l'écrit, et ensuite j'essaie de donner une esthétique ou une ambiance. C'est un peu ça. Et le dessin, ça me permet toujours un peu de... Même personnellement, quand je m'ennuie, je dessine. Du coup, ça travaille toujours un peu le muscle du cerveau et des mains de dessiner. Très cool, on se réjouit de voir. Mais oui, moi aussi. Donc quoi, tu vas te lancer gentiment? Moi aussi, je me réjouis. Grave. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre, peut-être des réseaux Oui, sur Instagram et sur Instagram pour le coup. Ton hâte Mon hâte, c'est Oh Sweet Godzilla. OH Pourquoi? SWEET. Ah ouais, je vais t'expliquer. Ouais, EET, ouais. Godzilla comme Godzilla. Godzilla, ouais, Godzilla. Oh Sweet Godzilla. De base, je m'appelais Akitori. Parce que j'étais vraiment une grosse weeb. C'était super. Et après, j'étais là, non, mais je peux pas m'appeler Akitori. Mais il faut garder un peu la weeberie. Il faut quand même garder. Ce blaze-là, je l'ai depuis 5-6 ans. Et en fait, je l'aime bien. Au Sweet Godzilla, je sais pas. J'aimais bien m'associer à Godzilla. J'étais en mode, j'aime bien Godzilla et tout. Mais Sweet Godzilla, oui, genre un peu Mimi. Un peu une opposition. Godzilla, attention. Mimi, genre il y a de la force, mais en même temps, on est Mimi. Donc voilà. Donc allez la suivre. Oui. Sur Instagram. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode On fait en live à chaud une petite review.
Ouais, de ouf. Est-ce que, genre, c'est juste pour avoir un peu nos ressentis à chaud. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu as trouvé cool, peut-être même des trucs qu'on pourrait améliorer? L'idée, c'est quand même qu'on fasse de mieux en mieux à chaque épisode. ouais. C'est notre premier épisode, hein, en vrai. Oui. Ouais, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire en particulier? Attends, là, tu considères que l'épisode est fini? Non, non. Non, on se Ah, fait juste ok, une petite ok. review, Non, puis après, on pardon, peut parler des coups de cœur. Moi, j'ai ça envie fait- de vous entendre parler aussi. Genre. Ah oui, c'est Là, vrai. c'était Ouais, beaucoup interview. Ouais. Ce qui, franchement, est trop chouette. J'adore parler. Mais genre, je voudrais bien aussi avoir votre avis C'est- par rapport... là, il y avait une question que tu avais écrite par rapport à la famille. Je ne sais pas si vous avez aussi ces questions de comment est-ce qu'on garde le lien avec la famille, si vous avez des bons liens avec votre c'est vrai famille. que- faudrait qu'on Ouais, mette en en place fait, ça- des tables rondes un peu. Oui, en fait, on voulait faire une table ronde. Ça Ouais. venait pas mal de moi parce que on est pas mal à avoir de la famille outre-terre. Enfin, je sais pas, genre, c'est pas le bon mot, mais Outre-Atlantique. j'aime Dans bien le ce mot. pays. Mais genre dans d'autres pays. Et du coup, on se questionnait là-dessus. Ouais, c'est cool, je pense, de répondre à Sur des nos sujets rapports. qui sont, genre, qui sont liés au livre de la personne qu'on invite. Mais On partagera le lore petit à petit des membres de l'équipe. oui. Je crois qu'on s'est senti un peu stressé, peut-être par le temps. Ouais, c'est vrai qu'on est un Ouais, peu- je suis désolée on pour est ça pas d'ailleurs, grave. genre c'est trop nul. Chill. Non, mais chill. C'est pour Madame une bonne a raison. des rendez-vous. En soi, avec on a des encore 15 éditeurs. minutes. Mais est-ce Si qu'on on- parle de ça, du coup? Ouais, Mais en fait, je me demandais si on pouvait parler de ça ou pas. Bien Genre, sûr. est-ce que c'est secret Non. Ah, de quoi? de, je sais pas, que tu vas voir des éditeurs. T'as rendez-vous Est-ce avec qu'on- Natrabil juste après. On a switch de Il a sujet. name On drop. a switch. Il Vous a voulez name pas parler drop. de votre famille en fait, on est d'accord. Ouais, c'est juste que. Bah, le je pense temps que presse. c'est. Et il n'y a pas trop long. le temps. Ok, d'accord. En zut. C'est vrai que. Bon, Mais. Ouais. Je peux pire- vite au faire pire, en on 2-3 enregistre. mots. Je suis en lien avec, pour Stoimo, je croise les doigts, mais potentiellement avec 2 éditorices. Donc à voir laquelle a des chouettes, proposerait un chouette objet parce que au-delà de l'histoire, j'ai envie que ça soit aussi un chouette objet, un joli objet à donner. Et là, Atrabil, j'ai un rendez-vous avec Atrabil pour un autre projet Ouais. d'édition, Ouh, mais collectif. Génial. trop bien. Voilà, donc trop hâte. Et Donc ça, c'est en dehors de ton projet potentiel avec 2 maisons d'édition pour Stoimo. Ouais, exactement. C'est Wow. encore Trop un autre stylé. projet, donc c'est trop bien. Et très ouais, hâte de voir c'est ça. trop cool. Moi Ouais, aussi, j'ai grave. hâte. Premier Genre, rapport avec les maisons d'édition, les contrats et tout, pour toi Ouais, ça sera, ça sera le premier Ça se contrat. concrétise. Ça se concrétise, Mhm. ouais. Mhm. Trop Et stylé. ce qui est hyper touchant, on est venu me chercher et c'était vraiment, j'ai envie de rester dans cette méta de, en fait, on vient me chercher ou je vous emmerde. Et en fait, voilà, Stylé. genre. C'est des maisons Allez la d'édition chercher, suisses, allez la du coup. chercher. Oui, Atrabil, oui, oui. il y a Non, Atrabil. mais. Les Ah autres, ouais, c'est la joie de lire et Élise Hélas. Ah, trop stylé. Ouais, donc je vais voir chez qui. Ouais. Peut-être que les 2 vont m'abandonner. Ouais, là, en fait, non, ton projet, ça va En pas. fait, Il est un peu frérot. trop, Parce il est un peu que- trop cool pour nous. Peut-être, Ouais, ou le ils dessin, vont c'est trop vouloir que frais. j'enlève des trucs et j'aurais pas Ouais. envie de les enlever. Du coup, j'ai un peu envie de rester sur mes positions. Ouais, et c'est s'il bien. faut que j'auto-édite comme Tania, go Et quoi. ouais. Parce que je trouve ça trop bien. Mhm. Et parce qu'il faut garder l'essence de ce qu'on écrit. Parce que sinon, ça sert à rien quoi. Carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, on croise Tania, les doigts pour ouais. toi pour que ce soit fait de la manière qui reste la plus fidèle à ton projet de base. Merci. Tania, t'avais l'air un peu surpris. Est-ce que t'as des choses que tu voulais qu'on aborde avant de passer au coup de cœur? Ben, c'est vrai que ton rapport à ta famille qui est du coup en Ukraine, enfin une partie de ta famille qui est en Ukraine, je pense que ça résonne avec pas mal de nos situations, même à nous, à Félicien, Richard et à moi, où justement on a un peu tous des... Des De la identités famille proche multiples. ou un peu. éloignée qui est. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que la diaspora, elle existe pour plein de cultures qui arrivent en Suisse. Et ouais, je me disais que ça pourrait être intéressant d'aborder un peu ces sujets, si quelqu'un a envie de partager un peu son expérience avec ça. Ce truc très simple d'identité multiple, un peu de grandir un endroit, d'avoir des autres origines ou des familles recomposées ou des choses comme ça. Je trouvais trop chouette de pouvoir lire là-dessus parce que, je sais pas, ça me fait remonter ça et je suis là, putain, genre je me pose pas forcément la question, mais c'est vrai quoi. Moi j'ai la moitié de ma famille qui est du Nicaragua, genre what the fuck, tu vois, trop marrant. Et j'ai genre grandi en Suisse et jamais habité ailleurs et tout. Et pourtant, je sais pas, genre quand on fête Noël en famille, c'est full latino, kitsch bling bling et c'est trop marrant. Enfin, je sais pas, il y a un peu un espèce de Contraste. de giga contraste, des trucs méga différents. Et c'est la famille, il y a un truc qui est genre un peu, c'est une fatalité. Ça peut être cool, moi c'est cool, mais c'est assez fou ça. Et je trouvais que
enfin, tous ici, on a ça. Et c'est fou, ce truc qui nous lie un peu de... Ouais, il y a un des textes que tu as écrit dans ton livre qui est justement écrit à la machine à écrire, où tu parles du fait d'être à moitié quelque chose et à moitié autre chose, qui m'avait vraiment énormément parlé, parce que justement, moi, j'ai de la famille en Espagne, mais je me sens pas très proche de cette culture parce que je suis née en Suisse, j'ai grandi en Suisse, mon père ne m'a jamais parlé espagnol à la maison, et moi, dès qu'ils m'ont mis dans des cours d'espagnol parce qu'ils voulaient que j'ai cette culture, en tout cas que j'ai la langue. Mais moi, j'ai tout de suite dit non, j'ai pas envie de l'apprendre parce que je comprenais pas pourquoi elle devait atterrir comme ça dans ma vie alors que j'avais 7 ans, que j'avais toujours parlé français à la maison et que j'avais pas forcément de lien très proche avec mes grands-parents qui sont en Espagne. Et maintenant, j'ai ce truc de avoir besoin en fait de comprendre un peu d'où je viens et de me sentir proche de ça et un peu peur de totalement perdre cette racine ou de plus du tout de pas du tout la comprendre, et j'ai un peu envie de rattraper ce temps-là à essayer de du coup reprendre mon espagnol, retourner là-bas, mais j'ai toujours ce truc de est-ce que en fait je me sens pas très légitime parce que même quand je vais du coup en Espagne, l'Espagne elle a plein de dialectes différents, et l'espagne que j'ai appris du coup ici en Suisse, l'espagnol que j'ai appris en Suisse, c'est pas du tout celui qu'on parle dans mon village, et du coup je me disais que ça résonnait beaucoup en fait avec mon vécu et sûrement le vécu de plein d'autres personnes, donc je recommande à toute personne qui se sent un peu tiraillée entre la culture dans laquelle il a grandi et puis la culture qui est propre à ses racines de lire ce livre. Ouais. Moi, je sais qu'un des thèmes qui m'intéresse énormément et qui... vous faites partie de cet entourage-là, mais qui intéresse plein de gens d'autres aussi, c'est être enfant d'immigrés. C'est quoi, et voir aussi ses parents. Enfin, moi, je me suis toujours posé la question, j'ai toujours essayé d'imaginer ma mère qui était restée en Ukraine. Et je sais pas si ça aurait été mieux sa vie, je sais pas du tout. Mais c'est pas la même personne, en fait. Ouais, de ouf. Et c'est d'une violence, je trouve, de devoir partir, parce que pour le coup, elle a dû partir. C'est d'une violence de devoir partir, de devoir faire sa vie dans un pays qui, pour le coup, la plupart du temps, veut pas de toi non plus. Et d'arriver à faire grandir des enfants là-dedans, c'est quand même assez spécial. Et j'ai toujours senti qu'il y avait un peu un monde entre ma mère et moi. Oui, c'est clair. Nous, on a le point de vue de quelqu'un qui est né ici et qui connaît que ça, en fait. Ouais. Alors que, en fait, pour nos parents, c'est quelqu'un qui est allé dans un autre pays et qui vit dans un autre pays que tout ce qu'il a connu. Qui s'est construit sur quelque chose de totalement différent que nous. Carrément. J'ai des petites recommandations lecture sur ces sujets-là qu'on m'a moi-même recommandées dans cette merveilleuse école à travers les cours d'écriture avec Emmanuel Pirer. Donc, il y a une première recommandation qui est de lire « Allô la place » de Nasser Tamer, qui est un super essai qui aborde justement ces questions de reconnecter avec la langue d'origine, qui est souvent un dialecte, et en fait qui est hyper difficile d'avoir accès. C'est hyper difficile d'apprendre un dialecte quand on n'est pas sur place. Et également le travail de Edwige, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Milch, lait, latte, mliko. De même, je vous recommande d'aller le voir et le lire, vous procurer ces livres si ça vous intéresse. Trop bien. Moi, je profite beaucoup de ça pour sauter sur les coups de cœur de fin. Comme ça, on est dans saut de roco en roco. En tout cas, allez suivre Alissa sur son Insta. Oui. Franchement, on a... Au Sweet Godzilla. Ça nous a fait trop plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'espère que Merci à vous. Ça t'a fait plaisir aussi. Et voilà, c'est un peu un cliché de podcast, mais c'est parti pour la petite rubrique coup de cœur. On peut se partager tout et n'importe quoi, que ce soit un film, des jeux, des BD, des recettes de cuisine, un resto, un album. Peu importe, même une personne que vous adorez. C'est le moment de nous partager et aux auditeurs un petit coup de cœur récent. Est-ce que Félicien, tu veux nous partager quelque chose? Alors, j'ai dit que j'allais pas prendre de mangas, mais finalement, ça va être un mangas. C'est le titre en anglais, avec mon bel anglais. The guy she was interested in wasn't a guy at all. C'est trop bien.
C'est genre un manga de romance. Et le titre explique le plot. C'est genre une meuf qui rencontre un vendeur de CD et qui croit que c'est un mec. Et en fait, c'est genre une meuf de sa classe. Je l'ai vu. Tu l'as Je vu? l'ai lu. Il est tellement bien. Genre, je lisais ça dans mon lit et je frottais mes pieds et j'étais là, comme ça. Donc, lisez ça, c'est trop bien. Et c'est trop beau. C'est avec de la couleur verte. Enfin, il y a des aplats de couleurs qui sont très cool et c'est assez frais pour du manga qui est tout en noir et blanc normalement. Tu es extrêmement lesbienne, bravo à toi. Merci. Alicia. Merci. Alissa, est-ce que tu as une petite reco à nous faire? Alors, j'ai une reco. J'ai découvert Ursula Le Guin, Trop bien. qui est une écrivaine, autrice absolument incroyable, qui écrit de la fiction de manière juste fantastique. Et je suis en train de lire Les Contes de Terre-Mère. Ouh. Ouais, Et et pour en ceux fait, qui ont vu le Ghibli, ou le Ghibli, peu importe comment ouais, voilà. de Goro Miyazaki. Voici mais qui en fait fonctionne pas très très bien, Ouais, pour être mais tout à fait le honnête. livre original. Parce qu'en fait, il prend qu'une seule partie d'une trilogie, même genre. En fait, je pensais que c'était une trilogie, mais il y a Oui, c'est tout une toute dizaine une saga, d'histoires, genre ouais. c'est toute une saga. Et ça m'a trop fait du bien de lire de la science-fiction. Et enfin, c'est pas de la science-fiction, de la Fantasy. fantasy. Ouais, Mhm. ça m'a vraiment fait du bien de lire de la Mais fantasy. elle écrit aussi pas mal de science-fiction aussi. Oui, Ouais. mais là pour le coup, c'est de la fantasy full. Ça m'a aidé à reconnecter avec la geek en moi. Mais il y a énormément de livres, non? C'est pas très... Contes de Terre-Mère, ouais, il Ouais, y a ouais. 10 histoires au moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est vraiment une giga queen de la Ouais. fantasy. Vraiment. Ouais. Et même, elle a écrit d'autres livres encore. Mhm. Là, Les Contes de Terre et Mer, c'est un monde. Et j'ai redécouvert aussi l'amour des cartes. Des cartes de monde fantasy. C'est incroyable. C'est trop cool. Et en fait, il y a plein de... c'est rempli de philosophie, ce livre. Et il y a plein de textes et de passages que je souligne parce qu'ils me font du bien à lire. Est-ce qu'il y a un ordre de lecture? Tu commences par genre le livre 1 ou un truc comme ça ou... Là, le livre que j'ai, il rassemble 3 livres. Ok. Et oui, c'est le début de l'histoire du mage Ged, épervier. Juste avant de passer à la suite, j'ai pas dit le nom de l'autrice et c'est horrible. Du coup, c'est Arai Sumiko. Voilà. Donc, quand même. Merci. Bah, moi, je vais rester dans le mangas. Et parce que ça fait longtemps que j'avais pas lu un manga qui m'a donné un petit coup de cœur. Ça s'appelle Tengoku Daimakyo en japonais, mais en français, je fais des guillemets avec mes doigts. Journey Beyond Heaven. Je sais pas pourquoi c'est leur manie de traduire le nom en anglais pour la version française. Mais en gros, un voyage au-delà du paradis. Et pour vous raconter vite fait l'histoire, on est au début dans une sorte d'orphelinat un peu chelou avec des enfants. Ils vont à l'école, ils sont un peu enfermés, ils se questionnent sur le monde dehors. On sait pas trop ce qui se passe. Et en parallèle, on suit 2 jeunes personnages qui sont dans un monde post-effondrement et qui cherchent un lieu qui s'appelle le paradis. Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est l'orphelinat du début? On ne sait pas trop, mystère. Mais c'est une œuvre qui a pas mal de... on ne sait pas trop ce qui s'est passé, quel genre de catastrophe il s'est passé. Et du coup, on avance un peu de mystère en mystère et parfois des monstres un peu mangeurs-d'hommes, on ne sait pas trop d'où ils sortent et tout. Et ça faisait longtemps que j'ai pas eu un petit coup de cœur comme ça. Dans le style, ça ressemble un peu à on sent les inspi un peu à la Otomo, l'auteur d'Akira, donc manga un peu à l'ancienne. Mais c'est assez récent et peut-être moins virtuose, donc un peu plus c'est un peu plus souple dans le dessin et trop cool. Il y a aussi une adaptation animée qui est sortie. Oui, j'ai vu. J'ai vu quelques épisodes, mais c'est très beau. L'opening est trop chouette. Grosse reco, franchement. C'est hyper intriguant. Enfin, vraiment, on sait pas mais c'est très intriguant. On sait pas genre quand ça se passe, le temps, si c'est dans le passé, c'est ça, dans le futur et tout. ouais. C'est très très bizarre et c'est super. J'ai vu aussi passer, mais en parlant d'opening, il y a un opening que je saigne en ce moment, qui est super et qui me fait trop du bien. C'est Wind d'Akeboshi, genre l'ending 4. 4 C'est peut-être le 1 alors. Le premier ending de Naruto. Je pense que c'est le premier, ouais. Qui est vraiment genre trop bien. Vraiment classique de fou. Est-ce que pour sortir un peu des wibris, Tania, t'aurais une petite reco à nous faire ou les livres de tout à l'heure? Moi, j'ai une petite reco à vous faire qui est tout à fait inspirée de ma soirée d'hier suite post-prix Topfer. Hier, il y a le prix Topfer. On a festoyé la BD. Ouais, voilà, j'ai une grosse recommandation de faire la fête avec vos amis. Voyez vos amis. Voyez-vous, faites-vous un petit pique-nique, dansez ensemble, mettez de la musique, profitez.
C'est trop important. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu des amis comme ça pour aller danser et juste passer un moment un peu festif où on pense à rien d'autre et on s'amuse et on profite. Et ça m'a fait trop du bien. Je me sens un peu tout apaisée d'avoir passé un petit moment comme ça hier soir, même si c'était dur le réveil ce matin. Ouais. Donc voilà. Trop bien, merci. Ouais, merci. C'était vraiment une bonne soirée. Ouais. Et encore Oui. bravo à Alissa pour sa nomination. C'est Ouais, trop déjà stylé. une énorme réussite, peu importe Merci. prix ou pas prix. Merci. Le prix dans le cœur. Le prix Ouais. dans le En cœur. fait, il y a eu tellement de gens qui étaient, il y avait tellement d'amitié, d'amour et de gratitude dans l'air que c'était juste super. Et vraiment, les 3 nominés, on est super. Je sais pas comment dire. J'ai juste, On est super. on est super Mais vous êtes lauréates. trop super. Bravo aussi à Timéa Wenger qui a fait vraiment une super BD et qui était adorable. Enfin, on s'est rencontrés vraiment le soir même avec Chiara aussi. Et c'était trop bien. On a vibé, on a dansé ensemble. C'était super. Mhm. La team, merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre temps. Merci à vous. J'espère que, chers Ouais. auditeurs, que cet épisode vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour de futurs projets de livres. Oui. Mais oui, on a Ciao. hâte de voir ce que tu vas faire. J'espère que je Mais oui, reviendrai avec bien un sûr. Ah ouais, volet. grave. Ah ouais, bah, on T'es la espère bienvenue, aussi. Réinvitez-moi s'il vous plaît. Dans quelques mois. Oui, dans quelques Non, mois. évidemment. Restez, restez Trop branchés. Grave. Allez, des gros bisous. Gros Allez, bisous. ciao. Ciao, ciao. Bisous, bisous.